Pourquoi j'ai voulu aller en prison, en fait, c'était justement, peut-être pour la notion d'empathie, c'est quelque chose qu'on apprend, quand on a un environnement suffisamment, sécure, stable, qu'on nous, apprend ces valeurs-là aussi. Quand je suis sortie de prison, j'ai effectivement retrouvé un sentiment de liberté. Voilà, la prison, elle représente, pour certains, des repères, extraordinaires, des repères qu'ils ont jamais eus à l'extérieur. On ne se résume pas à des actes. Il faut pouvoir se dégager effectivement de ces représentations, de ces a priori, être le plus neutre possible. Si on rassemble dans un même endroit toutes ces personnes qui ont franchi la loi, c'est nécessairement qu'elles sont dangereuses. La prison, c'est là où on met, pour le dire de manière un peu crue, mais ce dont on ne veut plus dans la société. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast singulier. Vous la voyez à mes côtés, une nouvelle invitée qui va vous parler d'une thématique un peu spéciale. Si je vous dis psychologie, si je vous dis prison, si je vous dis relations amoureuses, voilà. Vous allez tout comprendre dans quelques minutes dans l'épisode puisque j'accueille Daphné. Bonjour Daphné. Bonjour. Tu es psychologue clinicienne avec une expertise en prison, un milieu carcéral à Lyon. Tu es spécialisée justement dans la criminologie et victimologie. Tu as notamment une passion aussi pour la littérature, puisqu'on parlera de ton ouvrage, c'est le premier tome, mais on parlera aussi du deuxième tome. Mais avant ça, j'aimerais comprendre, est-ce que la petite Daphné, elle imaginait devenir psychologue clinicienne en plus d'un milieu carcéral? Non, la petite Daphné, elle n'imaginait pas forcément, arriver un jour, dans ce milieu, à la fois clos, obscur, qui est, a priori violent, en tout cas dans les représentations. Non, non, ça s'est tracé vraiment au fur et à mesure. Je pense que par contre, dès l'adolescence, je dirais que j'ai découvert pour le coup effectivement la littérature. Je me suis plongée d'abord dans des Stephen King, donc j'aimais déjà me faire peur quand même un peu, hein. Des Stephen King et puis ensuite, voilà des polars, des thrillers. Je crois qu'il y a, comme beaucoup, beaucoup de gens autour de moi ou de personnes qui travaillent en milieu carcéral, 2 œuvres, qui ont été majeures, je pense et probablement déterminantes de manière inconsciente certainement. Mais, Le Silence des agneaux, bien Oui. évidemment et puis un tout petit peu plus tard, Seven, voilà, qui ont probablement, insinué quelque chose dans mon parcours de vie. Mais effectivement, non, c'était pas tout à fait la trajectoire, mais par contre, une super expérience en effet. Oui, parce que c'est quand même un lieu où personne ne veut aller. Faut quand même le dire. Alors c'est vrai que c'est pas le plus glamour en tout cas comme environnement, ça c'est bien vrai. Moi, c'est vrai que pourquoi j'ai voulu aller en prison en fait, c'était justement, peut-être pour aller, me représenter vraiment ce qui se passe, derrière les murs parce que, finalement, comme je disais, hein, que ce soit à travers, la littérature ou à travers, des œuvres cinématographiques, on a une représentation, voilà, qui est peut-être pas forcément très juste, en tout cas, voilà. Et moi, j'ai vraiment voulu aller voir, voilà, qu'est-ce qui se passe? Sachant que, j'en parlerai peut-être plus tard, mais de par, la découverte aussi, de la psychologie, mes études de psychologie m'ont plongée vraiment dans un univers, dont j'avais pas forcément connaissance, hein. Qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que on a certains comportements, plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui guide finalement un peu, notre trajectoire? Donc c'est tout ça que j'ai exploré, voilà, en psychologie et du coup, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin. Parce que quand même, effectivement, passer à l'acte, braver des interdits, faire du mal, ça, c'est des choses qui m'interrogeaient beaucoup. Alors, là aussi, hein, je le voyais à travers. Ça me semblait assez, finalement, banal presque dans les ouvrages que je pouvais lire. Mais dans la réalité, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on bascule? J'aime bien le dire un peu comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on bascule à un moment donné du côté obscur? Je le mets entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a donné l'envie, en tout cas, de pousser la porte de la prison, pour aller explorer ce qui s'y passe vraiment ici en France, hein, effectivement, sachant qu'il peut y avoir des choses un petit peu différentes d'un pays à l'autre, évidemment. Mais, aller voir ce qui s'y passe, comment c'est organisé, qui sont finalement ces personnes détenues. Est-ce que ce sont vraiment les monstres qu'on aime bien nous Mmh. dépeindre, dans les journaux ou ceux effectivement qui nous sont décrits,
qui sont, comment je dirais, assez... Sans émotion, sans âme? à la fois sans émotion et sans âme, effectivement, parfois, et en même temps, presque, presque des dieux, quelque part. Quand on a certaines figures du cinéma, ce sont des personnages à la fois très intelligents, très manipulateurs, mais aussi très séducteurs. Enfin voilà, ils fascinent finalement, hein. Donc, je crois qu'on met un pied, en tout cas moi, j'ai mis un pied dans la prison avec quelque chose de l'ordre de la fascination, effectivement. Et après, je suis devenue clinicienne. Et là, j'ai dû me défaire de la fascination pour être au plus près de ce que j'appelle, de ce que j'ai appelé au fur et à mesure, des patients, finalement. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut bien remettre dans le contexte qu'effectivement, tu les accompagnais, Oui, tu les écoutais, on pourrait dire, tu faisais une thérapie avec eux. oui, Donc, il y a un détachement un peu plus important que peut-être un surveillant, quoi, que c'est encore un rôle de détachement parce qu'il ne faut pas devenir ami ou s'amouracher, ça on en parlera plus tard, oui. de la personne. Toi, en tant que femme dans une prison d'hommes, hein, moi j'aurais pensé qu'en général on met les femmes avec les femmes et les hommes avec les Mmh. hommes. Comment ça s'est passé? Comment déjà tu es arrivée à devenir psychologue clinicienne dans un milieu carcéral? Euh, Comment ça s'est construit? Parce que comme on arrive un jour, peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui qui vont se dire bah moi aussi ça me passionne, j'ai envie de devenir comme Daphné, tu vois. Ça me ferait plaisir. Alors, bah, c'est, un petit peu ce que j'expliquais, juste avant. C'est-à-dire que quand j'ai, découvert la psychologie, j'ai, vraiment voulu, heu, ben, j'avais vraiment des questions, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? Qu'est-ce qui va générer à un moment donné, un agir, et qu'est-ce qui fait qu'une personne finalement elle arrive en prison? Donc, pour aller explorer ça, ben, effectivement le meilleur terrain c'était d'aller dans le milieu carcéral. Donc j'ai eu la chance de, voilà, par le biais de stages, de découvrir déjà ce milieu-là. Il y a un psychiatre de renom qui m'a permis effectivement d'entrer dans le milieu. Ça, c'était pendant ma période de formation, mais effectivement, quand je suis devenue professionnelle, alors ça a été une opportunité là aussi avec l'aide d'une psychiatre qui m'a donné cette chance sur des nouveaux postes qui se mettaient en place, de rentrer donc dans cette prison. Moi, j'avais cette représentation-là aussi que voilà, c'était un monde éminemment masculin. Finalement, comment une jeune psychologue allait pouvoir faire sa place. Et en fait, je découvre, comme toute personne qui découvre aujourd'hui le milieu carcéral, que, y compris quand on est dans une prison pour hommes, il y a à la fois des hommes et des femmes en tant que professionnels, y compris en tant que surveillants. Et donc ça, c'est voilà, c'est une nouvelle, enfin quelque chose que j'ai un peu découvert finalement à ce moment-là, même si j'avais déjà un peu au préalable eu cet aperçu en stage. Mais voilà, du coup, on passe un petit peu les portes et on est dans un monde à part, mais finalement avec une vie qui se fait presque de manière banale, là encore. Donc il y a des interactions effectivement entre, bah, en fait, moi je suis, psychologue, donc je dépendais d'une administration sanitaire, et on est donc logé par l'administration pénitentiaire. On est 2 administrations avec, des objectifs sensiblement, communs, mais pas tout à fait avec les mêmes priorités. Pour autant, ça n'empêchait pas effectivement d'avoir des interactions évidemment, au quotidien, voilà, déjà dans les déplacements puisque, le personnel pénitentiaire, les surveillants, font les déplacements, y compris les professionnels. Hem, et puis aussi autour du détenu, autour du patient détenu. C'est-à-dire que, bah, les surveillants, ont un regard effectivement sur, bah, comment ça se passe pour le détenu, dans son quotidien, dans ses activités. Il y a, à un moment donné, des parloirs qui n'ont pas eu lieu, ils peuvent nous en informer, et cetera. Donc, on est dans des interactions, parfois très riches, et constructives, finalement, pour le détenu, pour le patient. Alors évidemment, mais je pense que ça fait partie un peu comment je dirais? Des règles un peu tacites, implicites comme ça, c'est d'être, dans une juste distance, hein, moi j'ai toujours tenu une distance, suffisamment, enfin une distance suffisante avec le personnel, pénitentiaire, pour, garder justement,
je dirais, une neutralité aussi et une confidentialité vis-à-vis du patient détenu. Enfin, voilà, je Quand pense que tu c'est dis une distance, on est d'accord, affective. une distance Voilà. affective, oui, une distance Relationnelle, ouais. affective, évidemment, Ouais, relationnelle, tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Et finalement, ben, cet ajustement dans la distance, ça se fait aussi bien avec les professionnels qu'avec les personnes détenues, évidemment. Mais à quel moment tu bascules d'aller dans ce milieu? Parce que tu peux être psychologue clinicienne dans n'importe quel domaine. Tu as expliqué ce qui te Mm. passionnait, mais comment tu arrives à faire la bascule et comment se passent les accompagnements? C'est quoi? C'est tout Mm. c'est comme dans un cabinet classique, mais sauf que tu vas en prison. Comment ça se passe l'envers du décor? Je fais ce choix effectivement moi d'aller en prison parce que c'est vraiment un milieu donc que j'ai découvert en stage qui m'a beaucoup plu et donc j'avais envie d'y aller en tant que professionnelle pour effectivement être dans l'accompagnement au quotidien des personnes détenues. Donc là, je franchis effectivement en tant que professionnelle cet environnement. Et alors, Hem, je suis, spécialisée aussi, hein, en criminologie, tu l'as rappelé. Oui. Donc c'est vrai que dans mes connaissances, dans, ce que j'ai, théoriquement, ingurgité, on va dire, à la fac, j'avais besoin là aussi d'aller explorer, sur le terrain, voilà, qu'est-ce qui se relie finalement entre la théorie et la pratique. Et donc, bah, quand j'arrive, dans cette prison, je rejoins donc une équipe de soins, en fait, hein, puisque, en tant que psychologue, je suis rattachée à l'équipe, de soins psychiatriques. On est rattaché à un hôpital psychiatrique, mais il y a aussi, et on est un petit peu tous ensemble, dans un même service médical, avec une équipe de soins somatiques qui, elle, dépend d'un hôpital général. Hem Et donc là, en fait, on a, donc psychiatre, infirmière, psychologue et on va recevoir, en fait, dans un premier temps, toutes les personnes, enfin, ouais, toutes les personnes, incarcérées qui arrivent pour la première fois en prison. Enfin, en fait, dès qu'une personne arrive en prison, elle passe par le service médical, entre autres, par tout un parcours d'ailleurs où il y a voilà, que ce soit des gradés sur le plan, de l'administration pénitentiaire, ça peut être le service, SPIP, également. Le service médical va notamment explorer bah, les premiers besoins de la personne détenue en termes de soins psychologiques ou psychiatriques. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques de passage à l'acte suicidaire? Est-ce qu'il y a des besoins en termes de traitement? Est-ce qu'il y a des addictions? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des antécédents à prendre en considération le temps effectivement du passage de la personne détenue en prison? Et là, on va déjà explorer, en fait, ça c'est vraiment un entretien qui est très important, qui est fondamental parce que c'est déjà une première, une entrée en matière, en fait. On fait Mmh. connaissance avec la personne qu'on a en face de nous. On va lui demander un petit peu, voilà, ses antécédents, son parcours de vie, essayer de comprendre finalement un petit peu ce qui fait qu'il est là. On ne sait pas toujours pourquoi il est là, même si on pose la question, mais voilà, ils ne sont Ouais, pas est-ce que tu toujours... est-ce que tu savais, les raisons? Alors, dans le questionnaire qu'on pose au départ, on demande effectivement, mais c'est pas toujours finalement une question. En tout cas, on le sait pas quand on reçoit D'accord. les personnes au départ. Et puis ils peuvent nous dire un petit peu ce qu'ils veulent, sachant qu'il y a une règle aussi, pour les détenus, c'est de pas forcément, dévoiler, ce pourquoi ils sont incarcérés, en tout cas, en détention. Avec nous, voilà, on pose la question, mais ils peuvent répondre ou pas répondre ou nous dire ce qu'ils veulent d'ailleurs, Mmh. hein. Ça sera pas tant ça finalement le plus important pour Oui, nous en tant que parce que tu es là soignants pas là pour évidemment. juger, Non, tu non, es ouais, là pour exactement accompagner. et ça effectivement on leur dit. Donc voilà, on évalue, à l'occasion de cette première rencontre qui est en général très riche. Moi, j'ai vraiment fait des premières rencontres, extraordinaires à ce moment-là. Alors ça peut paraître, étrange et c'est peut-être un petit peu ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui. C'est-à-dire que, peut-être ce que j'ai eu aussi envie de rencontrer en prison, c'est, bah, au-delà des actes, des êtres humains justement. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière un passage à l'acte? Le plus monstrueux soit-il, on est obligé, en tout cas si on vient travailler en prison et c'était mon souhait, il faut pouvoir se dégager effectivement de ces représentations, de ces a priori, être le plus neutre possible, pour accueillir finalement ce qu'il y a à accueillir. En dépit des actes finalement, j'ai quand même tendance à dire, on ne se résume pas à des actes. Ça peut parfois être dur d'entendre ça, y compris du côté des victimes. Alors je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi travaillé du côté des victimes,
Mais voilà, c'était en tout cas un préalable de pouvoir mettre ça à distance et aller rencontrer effectivement l'humain. Donc, dans ces premières rencontres, j'ai rencontré effectivement de manière très touchante des vécus, des expériences de vie très singulières et qui ont, voilà, à travers ces premières rencontres, ont permis de mettre en place un suivi effectivement à la fois régulier et puis très riche aussi, à la fois pour moi. J'ai beaucoup appris d'eux, mais pour eux aussi, parce que c'est aussi une porte d'entrée pour eux, pour aller explorer, peut-être pour la première fois pour certains, ce par quoi ils sont passés, parce que finalement, dans leur récit, ça peut être très factuel. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point leurs récits peuvent être parfois très détachés, hein. On est face à des histoires de fous, Mmh. réellement de fous, dont on a l'impression que ça peut se passer que dans les films, justement. Et en fait, non, ça participe bien d'une réalité. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un détachement. Et donc, on est là en tant que soignant, en tant que psychologue, pour finalement ne pas banaliser ce par quoi ils sont passés, non pas pour justifier leurs actes, mais pour essayer de leur faire comprendre que finalement, cette trajectoire, elle n'est pas là elle est pas là pour rien. En tout cas, il y a un sens à ce qu'ils soient aujourd'hui finalement incarcérés. Donc, après ce premier entretien, eh bien, voilà, on évalue aussi, est-ce que vous avez besoin voilà, d'un suivi, est-ce que vous estimez que ça peut vous faire du bien? Et là, en fonction, on évalue effectivement. Il y a des personnes, voilà, de manière très spontanée, non, 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 c'est bon, j'ai pas besoin. Ils ont le droit de refuser. Et ils ont le droit de OK. refuser, absolument. Alors, il y en a un certain nombre qui finalement revenaient quelque temps après, puisque finalement on leur laisse la possibilité, c'est effectivement après ça se passe comme en ambulatoire, en tout cas dans cette prison, c'était comme en ambulatoire, c'est-à-dire que, ils pouvaient faire des demandes par courrier, pour solliciter donc ou le médecin psychiatre ou l'infirmière ou, le psychologue, sachant que, le psychologue était d'autant plus convoqué pour, des personnes qui étaient en demande de vraiment travailler sur leur parcours. Alors là encore, peut-être que, ça peut peut-être faire partie des questions que tu me poseras, mais, je vais peut-être les anticiper, mais, il y a certaines personnes, enfin, on sait qu'en prison, il n'y a pas de soins obligés, hein. Il n'y a pas de soins obligés parce qu'on est déjà dans un lieu de privation de liberté, donc on ne peut pas, contraindre, une personne détenue à avoir des soins. Mais alors ça, c'est le comment je dirais? Un peu le paradoxe, du système. Il y a par ailleurs, et ils sont tout à fait informés de ça, il y a des avantages malgré tout à se faire suivre, comme on dit. Des bons points peut-être? Des bons points, exactement. Alors ça s'appelle, éventuellement remise de peine supplémentaire. Ça fait bien aussi devant le juge, mais évidemment puisque légalement, ça indique aussi que, la personne, elle montre des bons gages, en tout cas de réinsertion. Donc, et ben, évidemment, ils s'en saisissent, dans un premier temps, le plus souvent d'ailleurs, effectivement, pour avoir un peu la carotte, comme on dit, et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Mais après, un certain nombre quand même, se laissent prendre un peu au jeu et investissent finalement ces soins. Enfin voilà, moi je sais que, bon, j'ai plusieurs exemples, mais un en particulier en tête où ça a mis du temps avant que qu'il puisse investir, les soins, vraiment, parler de lui de manière authentique. Quelqu'un qui avait en plus, voilà, qui pouvait se montrer un peu passif-agressif. Enfin voilà, c'était pas toujours aisé les entretiens et puis il y a eu un moment donné un espèce de déclic qui a fait que, les défenses, comme on dit dans le jargon, se sont abaissées et là, on a vraiment pu, travailler de manière très riche, voilà. Et donc ben, le gros du travail du psychologue, c'est, effectivement de faire un petit peu machine arrière sur le vécu, sur les expériences, que ce soit l'enfance, que ce soit les relations avec la famille, hem, la vie affective, la vie amoureuse. L'amour en prison, c'est tout un poème. Ouais. On va en parler en détail puisque c'est le sujet de ton ouvrage. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que, on peut parler effectivement, bien sûr, du quotidien en détention. Alors ça, c'est vrai que c'était, à proprement parler, plus le travail, des collègues, infirmières ou infirmiers, voilà, qui étaient vraiment sur le quotidien, sur, comment ça se passe, comment, finalement, vous appréhendez le milieu carcéral.
Parce que, il faut bien le dire, hein, que ce soit pour les détenus comme pour les professionnels, venir en prison, c'est pas enfin, c'est loin d'être anodin évidemment, et même quand on a l'habitude, finalement, c'est pas tant enfin, moi je m'en suis pas tant rendu compte que ça. C'est plus l'extérieur qui vient dire: «Tiens, t'as as un petit peu changé sur, voilà, ta façon d'appréhender les choses. J'ai l'impression que tu es un peu plus, comment? Un peu plus sensible ou des fois, au contraire, un peu plus dur, en fait, Mmh. hein, à accepter un peu, toute chose ou à banaliser finalement». Donc ça a une incidence d'être en prison, d'être, dépendant de tout, y compris les professionnels sont dépendants, des mouvements. Sont dépendants du coup du personnel pénitentiaire pour ça, pour ouvrir, les portes. On peut parfois attendre, des heures, bah, peut-être pas des heures, mais De longues encore minutes. en tout cas de longues minutes effectivement pour que la les portes, la porte puisse s'ouvrir. Et en fait on est, en ça, on est logé à la même enseigne que les détenus. Hem, Ça impacte comment ton quotidien, justement, ces années-là? Ça te change? C'est ce que tu as oui, dit? oui, On ressort pareil? De toute non, façon, notre travail va forcément faire évoluer le personnel ou en tout cas la femme ou l'homme qu'on est oui. derrière. Comment toi, ça a impacté ton quotidien? Et ben, je crois que, c'est un petit peu effectivement, ce que mon entourage, mon mari, beaucoup a pu me renvoyer. C'est effectivement le sentiment enfin, que j'étais peut-être plus comment? Ouais, peut-être plus dure, en fait, parfois un peu plus parano aussi. Le soir, voilà, j'avais peut-être tendance à être un peu plus, sensible à l'environnement, mais paradoxalement aussi plus, hem ouais, peut-être plus fermé sur certaines choses, peut-être plus voilà, prendre des choses de manière, parfois plus agressive peut-être aussi. Heu, ça dure peut-être que ça durcit quelque part et on s'en rend d'autant plus compte, moi c'est vrai que je me la quand je suis sortie de prison, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis rendu compte j'ai effectivement retrouvé un sentiment de liberté. C'est étrange, je le réalise presque, encore différemment aujourd'hui en te le disant. Hem, Parce que sur les mouvements finalement, même, à l'extérieur, j'avais toujours l'impression de devoir attendre le surveillant pour, pour ouvrir chez moi ou voilà. Et pouvoir aussi alors la prison évidemment, hein, les prisons aujourd'hui en France, c'est plus comme à l'époque où elles étaient au cœur finalement de la cité. Elles se sont, mis en périphérie, et donc ben, pour les professionnels aussi, c'est un éloignement, on va dire, on va dire de la ville ou de la Ouais. société finalement d'une façon, plus globale. Et donc ben, quand on sort de la prison, on retrouve finalement cette vie de la cité aussi, avec, des allées et venues, des mouvements qui sont facilités, voilà, c'est la reprise de la Mmh. liberté, quoi. C'est quoi qui t'a le plus frappé la première fois ou les premières fois que tu as mis un pied dans l'accompagnement? Parce qu'aller en prison, faire une visite, c'est une chose, mais vraiment rentrer dans le quotidien, professionnel, c'est quoi qui t'a marqué, tu vois, avec quelques années de recul là, qu'est-ce qui te revient? Moi, ce qui me revient, c'est déjà le passage des portes. Ça, c'est vraiment quelque chose hem, qui est là aussi, qui est particulier, parce que, on a, voilà, on a la grosse porte d'entrée de la prison et puis ensuite on a, plein de portes et de grilles à franchir. Donc pour arriver, ne serait-ce que dans ton service, tu mets bien, 20-25 minutes. Alors bon, ça dépend en plus s'il y a des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements en interne, c'est-à-dire ou les parloirs famille qui font que du coup les entrées des professionnels sont interrompues. En tout cas, on doit laisser passer le parloir familiale. Et puis ensuite, s'il y a des mouvements qui sont restreints de par, différentes choses, hein, il peut y avoir à un moment donné, des situations, à gérer en détention qui nécessitent effectivement on on doive, comment? Arrêter les mouvements des détenus. Donc tout le monde doit s'arrêter et on doit laisser faire voilà, les mettre en place la sécurité. La deuxième chose peut-être, c'est, le bruit. Ah, j'allais te dire justement, est-ce qu'il y a beaucoup tout le temps du Oui. bruit ou il y a du silence? Et ben, les temps de silence sont finalement,
pas si nombreux. Alors, pour autant, le service médical où j'étais, il n'est pas situé au même endroit que les lieux d'hébergement, les bâtiments d'hébergement, on va dire, des détenus. Mais malgré tout, on a effectivement l'impression que euh, toute la prison, finalement, c'est du bruit, c'est des cris, on peut se parler fort aussi, mais je me rendais compte que, y compris dans le service médical où j'étais, comme s'il y avait besoin finalement de se faire entendre, et en même temps, ça apportait de la vie. Parce qu'effectivement, on peut avoir le sentiment, alors en tout cas ça pouvait être le sentiment des ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes incarcérées pour la première fois, alors soit d'ailleurs en tant que prévenu, soit en tant que condamné, mais ce sentiment que, tout s'arrête quand on est incarcéré, qu'il y a plus de vie après, enfin une fois dans la prison et en fait, c'est un vécu, effectivement pour un certain nombre de détenus, mais ils se rendent compte qu'effectivement la vie finalement reprend et cette vie, elle se fait à travers voilà, à travers les mouvements justement, à travers les activités, à travers les interactions. Il y a des fois, voilà, il y a des lieux où finalement, personnes détenues, et professionnelles, voilà, circulent librement. Bon et finalement, ça fait partie aussi de la vie de la prison, à proprement parler, quoi. Et pourquoi on a cette image, je dirais pas négative, mais toujours un peu noire sur le tableau, quoi. Tu vois, quand on parle de prison, on le disait au début de notre échange, on imagine personne, si on fait un sondage de 100 personnes, s'il y a peut-être une personne, allez, une sur 90 sur 100, c'est que 99 autres diraient ah non, je veux surtout pas y aller, même en tant que professionnel. Pourquoi il y a cette image-là? C'est le côté hors la loi, c'est le côté dangerosité, c'est quoi qui nourrit ça? Je pense, oui, je pense que c'est effectivement cette connotation qui est pas totalement fausse non plus, hein, la prison, c'est, là où on met, heu, ben, pour le dire de manière un peu crue, mais ce dont on ne veut plus dans la société. Je le dis de manière crue parce que c'est comme ça que les personnes détenues le ressentent. Dans la réalité, on met en prison les personnes qui ont effectivement commis des délits ou des crimes, qui sont punissables, et donc voilà, on les rassemble dans un environnement et donc on peut imaginer effectivement de manière légitime finalement, d'un point de vue extérieur que, si on rassemble dans un même endroit, toutes ces personnes qui ont franchi la loi, c'est nécessairement qu'elles sont dangereuses. C'est nécessairement que, ce sont des monstres, hein et d'ailleurs, les médias, voilà, s'en font aussi, leur fonds de commerce en quelque sorte. Donc c'est pas surprenant et pour autant, et ben non, il y a pas que de la violence, il y a pas que des monstres. En prison, je ne sais pas si on peut dire d'ailleurs qu'il y a des monstres. Il y a des personnes effectivement qui ont commis des actes monstrueux. Ça peut-être que oui, parfois c'est le cas. Heu, Pas toujours, mais parfois c'est le cas. Et donc ça effectivement tout le monde n'a pas envie, d'aller voir cet envers du Mmh. décor-là. C'est effectivement, je pense qu'on n'y va pas, comme ça finalement en prison. Je pense que voilà, il y a évidemment, enfin je pense qu'il faut à la fois être, peut-être un peu fou, mais surtout passionné et surtout savoir pourquoi on y va effectivement, j'ai parlé de la fascination tout à l'heure. On peut aller, travailler en prison par fascination, mais comme je le disais, on est obligé, pour vraiment travailler et rester en prison, mettre la fascination de côté et comme on disait, aller rencontrer l'humain finalement et donc c'est ça finalement. Si on a envie d'aller rencontrer l'humain, qu'on imagine qu'il y a derrière le monstre, là effectivement on est prêt à aller Mmh. travailler en prison. Justement, toi, avec ton professionnalisme, ta lecture de professionnel de santé en tant que psychologue clinicienne, est-ce que tu as réussi à analyser pourquoi ces personnes passent à l'acte? Pourquoi certaines repassent à l'acte? Est-ce que, rapidement, hein, parce qu'on Mmh. pourrait y passer 3 heures, mais tu vois, c'est une question profonde parce que je pense que je dois être un peu comme toi, un peu étrange. J'aime beaucoup les émissions qui parlent des faits un peu graves pour essayer de comprendre ces fameuses émissions. On essaye de comprendre la psychologie derrière. Mmh C'est-à-dire, bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour que la famille disparaisse, pour que la personne vole, viole, etc. Tu vois, Mmh. c'est ces moments-là où je me dis, waouh, l'humain est tellement merveilleux, mais tellement peut se détruire, tu vois. Ouais, il est complexe en fait, hein. Ouais. Alors c'est oui, c'est
Ça va être dur de répondre comme ça, rapidement, mais peut-être pour donner quelques éléments de réponse et essayer de faire court. Hem, Moi, je dirais il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est que certains actes vont être, opportunistes. C'est-à-dire que ça va être des conditions, heu, qui vont déclencher le passage à l'acte. Alors évidemment, sur, une personnalité, parfois une pathologie, sous-jacente, qui fait que, la question de la loi ou de la règle, elle saute à ce moment-là, hein. Mais il y a un certain nombre d'actes, qu'on soit effectivement sur, des délits, tels que le vol par exemple, ou parfois, des délits plus graves, voire des crimes, que sont, enfin, ça reste un délit, mais des agressions sexuelles par exemple, des affaires de mœurs, des agressions comme ça ponctuelles effectivement, on peut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un contexte et de conditions particulières qui vont favoriser un passage à l'acte, mais évidemment, sur un profil déjà vulnérable et déjà fragilisé par un certain nombre de conditions. Et puis il y a, on va dire des schémas qui vont se répéter. Alors ça c'est effectivement ce qu'on retrouve beaucoup, en victimologie, en criminologie, ce dont, je parle aussi dans mon ouvrage. Mais, il s il y a des processus ou un développement peut-être, on va plutôt parler de ça. Dans le développement, de ces personnes, il y a des manques, il y a des failles en termes de structure, en termes de cadre, des personnes donc qui vont pas intégrer finalement, ce qu'est la limite. La limite symbolique ne se fait pas, du coup la notion de loi n'est pas intégrée et donc finalement, bah, j'ai envie de dire, de manière un peu, triviale comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on n'intègre pas, la loi, et ben, tout est permis en quelque sorte, hein. Donc, on va dire que, ça pareil, je vais le dire de manière un peu j'ai peur que ça soit un peu, trop trivial, enfin, trop simple, mais, ce qui va être de la délinquance, c'est un peu un mélange peut-être un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, j'ai certains profils, en tête où, la vie du quartier, dans un Mmh. environnement familial qui est pas toujours structuré ou structurant ou enfin voilà, qui est en difficulté, aussi, va faire effectivement que cette intégration de la loi et du coup, quand on parle d'intégration de la loi, c'est aussi, évidemment la question de la relation à l'autre. Quand on n'arrive pas à intégrer que la loi, c'est fait pour vivre en collectivité, donc si on a du mal à se représenter ce qu'est la loi, du coup, le rapport à l'autre en est biaisé aussi. Qu'est-ce que ça représente pour moi l'autre finalement? Est-ce que, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est quelqu'un que je dois respecter? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux faire des affaires, et cetera? Enfin voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place du côté de la relation à l'autre. Et à partir du moment où ça, c'est pas, complètement bien établi, et bah, pour le coup, effectivement, la question d'être hors la loi finalement ou faire du tort à quelqu'un n'est pas si consciente que ça finalement, enfin pas si consciente, pas si, intégrée que ça, hein. Donc ou en tout cas faire du mal à l'autre. La notion d'empathie par exemple, la notion d'empathie, c'est quelque chose qu'on apprend, quand on a un environnement suffisamment, sécure, stable, qu'on nous, apprend ces valeurs-là aussi, hein. Et que dans l'éducation, voilà, on apprend ce que c'est finalement que l'empathie. Il y a des personnes pour qui effectivement la notion d'empathie, elle est pas si évidente que ça. Mmh. Ou le respect de l'autre et cetera, puisque c'est finalement, moi avant les autres. C'est pas nécessairement quelque chose de, je m'en fous des autres, c'est simplement une question de survie parfois. Donc à partir du moment où on a effectivement ces parcours qui peuvent être, pas toujours, enfin un peu chaotiques, on va le dire comme ça, avec en plus des contextes comme je le disais, celui du quartier par exemple. La vie du quartier, c'est, parfois, ça c'est des récits que j'ai encore en tête, hein, à 10 ans, la vie du quartier, les plus grands, à 10 ans, on me met, guetteur, voilà, pour du trafic et puis de guetteur et ben, je vais, devenir passeur à 12 ans, 13 ans et puis après, bah, ça donne une place aussi, hein, puisque finalement il y a beaucoup de ça je trouve, dans
de partout, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, chez les psychologues peut-être, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, la question de la place dans la société, la place, dans la famille, en prison. En prison, la question de la place, elle est très, très importante. Et du coup, la place dans le quartier, ben, voilà, c'est ça finalement, qui je suis moi dans le quartier, quelle place j'ai, à quelle place on me met. Et donc, bah, finalement, peuvent se succéder un certain nombre, effectivement, d'infractions ou qui vont aller crescendo, évidemment, dans la gravité, à la fois parce que ça donne une autre place, effectivement, on monte un peu en hiérarchie, et puis parce que ça rapporte aussi, enfin voilà. Et donc, la question de la répétition, dans ces moments-là, elle est finalement un peu inévitable, quoi. Et puis, il y a d'autres schémas où, il peut y avoir une intégration, de la loi. Il y a parfois des personnes qui sont incarcérées, qui vont finalement avoir, eu les bases, on va dire, en termes éducatifs. Parfois même des personnes qui sont inscrites, heu, parfaitement, hein, sur un plan, social, professionnel. Et et qui vont être dans des comportements, voire des récidives. Hem Et là, on peut imaginer que c'est plus, comment justement j'utilise un peu la loi, pour le coup à mon avantage. Mmh. Hem, voilà, on est dans des profils un peu différents à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, c'est assez difficile de répondre, en une fois, mais je dirais qu'il y a il y a différents profils, on va dire, et parcours, du coup, qui expliquent aussi ces trajectoires. Non, mais tu réponds. J'ai vu dernièrement une série, française et il y avait des victimes qui venaient, faire des groupes de parole Oui. avec, des personnes incarcérées. Donc elles expliquaient pourquoi elles sont passées à l'acte et les victimes ne comprenaient pas pourquoi elles avaient subi ça et cetera, et c'était intéressant parce qu'effectivement, il y avait une notion d'environnement, Mmh. de manque de cadre et de Oui. lois, de règles, comme tu le disais, et de je ne sais pas quoi faire après. Donc je retourne dans ma famille qui est finalement cette prison qui m'a aidé à me reconstituer. Ça, on ne sait pas. Et c'est vraiment très intéressant de voir le schéma psychologique. Et c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir Mmh mh. aujourd'hui, Mmh parce mh. que Mmh. je suis sûre qu'il y a plein d'abonnés de la communauté qui vont se dire mais oui, mais en fait, c'est des questions qu'on se pose ou c'est des craintes qu'on a. Mmh. Ouais. Bien sûr, il y a des petits délinquants, des très grands Oui. délinquants. Alors, on ne sait pas forcément les chiffres, mais c'est quoi? Il y a plus de délinquants qui ont fait des gros crimes ou c'est plutôt des petits délinquants? Toi, de ce que tu as pu entendre, c'est quoi? Non, on va dire que, en tout cas, me semble-t-il, comme, je suis pas très forte en chiffres, mais, globalement, on a plus de population carcérale en maison d'arrêt, donc c'est pour les petites peines, et donc pour les délits mineurs, on a beaucoup, en maison d'arrêt effectivement de petits trafics comme on dit, mais hem, il y a effectivement plus, à mon sens, hein, dans ma représentation en tout cas, de personnes effectivement incarcérées pour des petits trafics que, de personnes incarcérées, pour des lourdes peines ou des faits très graves. Hem, Ça se vérifie dans le sens où, en centre de détention, par exemple, pour les, les établissements pour, plus longue peine, proportionnellement, effectivement, les chiffres diminuent en termes de population carcérale. Hem, Après, il y a, alors ce qui fait aussi augmenter bien sûr, la population dans les maisons d'arrêt, c'est les personnes prévenues, hein, c'est-à-dire les personnes en attente de jugement. Mais, il me semble que globalement, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de personnes, qui sont là pour des petites peines que pour des longues peines. Après, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, et c'est vrai quand j'en parle, enfin quand on en parle, avec l'extérieur, on peut avoir le sentiment que je vais le dire comme ça me vient, hein, comme c'est un peu dit d'ailleurs dans les médias, mais finalement que les violeurs, les pédophiles, les lourds, les faits, lourds et graves, on a l'impression qu'il y en a tout le temps, et en fait, dans la réalité, statistiquement, il y en a pas tant que ça. Par Mmh. contre, quand il y a effectivement des faits graves, des personnes qui sont, condamnées pour des faits de pédophilie, voilà, où il y a plusieurs, victimes, par exemple, heu, ça reste assez rare. Mais par contre,
effectivement que, ça fait la une des journaux parce qu'effectivement ce sont des faits, tellement enfin, d'une telle gravité effectivement que, alors du coup, le problème c'est qu'on peut avoir ce sentiment effectivement qu'on est à l'abri nulle part, qu'il peut y avoir effectivement des monstres un petit peu de partout. Heu, je pense qu'on est dans une société effectivement qui est pas, qui n'est pas rassurante, mais pour toute enfin, qui est très anxiogène, mais ça, je pense qu'il y a pas besoin je dirais d'effets divers pour ça, Ouais. actuellement. En tout cas, ça ne fait que renforcer effectivement le fait qu'on est en danger un peu partout. Les détenus t'accueillaient comment le fait que tu sois une femme? Alors c'est oui, oui, je pense que pour un certain nombre, c'est pas toujours évident. Alors j'ai eu plusieurs exemples en fait, il y a alors pour le coup des personnes pour qui enfin voilà, qui en fonction de leur religion, pour qui les femmes représentent quelque chose qui ne enfin quelque chose, oui, j'objectalise, mais des personnes qu'il ne faut pas trop approcher. Effectivement, j'ai eu des fois des refus de personnes que je devais recevoir en entretien arrivant, et qui n'ont pas voulu me parler. Voilà. Bon, ça fait partie effectivement de voilà, culturellement d'une représentation de la femme. Mais globalement, non. En général, déjà, les personnes détenues étaient, donc essentiellement enfin que masculins, étaient très respectueux, du genre féminin, très respectueux vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon métier aussi. Alors bon, même s'il y en a qui l'interrogeaient un petit peu, mine de rien, je pense que ils étaient plutôt contents finalement de venir, et puis, alors de toute façon, à partir du moment où pour certains, ils pouvaient sortir de cellule et voir quelqu'un de l'extérieur, parce que finalement, en tant que professionnel, qu'on soit homme Mmh. ou femme, on vient de l'extérieur et là aussi, c'est finalement un lien avec, la vie de la cité, quoi, hein. C'est aussi apporter, des nouvelles, de l'extérieur, donc il y a quelque chose aussi à la fois d'important et de rassurant pour eux. Et puis, et alors la question du féminin, si je pense que ça se jouait pour le coup à mon sens comme dans toute relation, thérapeutique. C'est-à-dire que on est à la juste distance effectivement entre séduction et ajustement, vis-à-vis du thérapeute. On vient bien sûr, il y a des jeux, comme on dit dans notre jargon, de transfert, de contre-transfert, hein. Qu'est-ce que je pouvais représenter pour Mmh. eux en tant que femme? Tantôt, peut-être une grande sœur, peut-être, tantôt une maman, tantôt une épouse effectivement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent se jouer derrière ça. Mais voilà, moi j'ai toujours trouvé qu'ils ont été très respectueux de ça. Et finalement, la voix de la femme ou la présence de la femme, évidemment, va amener quelque chose du maternant. Donc, Mmh. ça laisse d'autant plus la possibilité d'aller justement explorer ce qu'en général, ils vont pas aller explorer auprès ou des autres détenus ou envers des surveillants parfois, ou même vers leur CPIP. Enfin voilà. Alors, je t'ai posé cette question parce que j'aimerais qu'on fasse le pont avec ton ouvrage là qu'on voit à l'écran, donc Au-delà du plaisir, donc tome 1, sur ce lien qui peut se créer en prison, parce qu'il n'y a pas aussi que des choses dures, on va dire, noires, sombres. Il y a aussi des désirs, que ça soit entre détenus, que ça soit avec le personnel professionnel. Donc là, tu disais que toi, tu as toujours mis un cadre. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi tu as décidé, même si tu étais une passionnée de la littérature, de l'écriture, pourquoi tu as décidé d'écrire cet ouvrage? La première des choses finalement, hein, qui m'a poussée à écrire ce livre. J'ai toujours eu envie d'écrire, comme beaucoup de lecteurs, mais en me disant que voilà, enfin, c'était un peu un fantasme, quoi. Et puis l'expérience du milieu carcéral, enfin voilà, chaque fois que je vivais des choses en prison, je me disais: «Bah, il faut que tu le consignes quelque part, ça c'est pas possible». On vit effectivement, enfin tu fais bien de le rappeler, on vit des choses extraordinaires en prison dans son sens le plus littéral. Des choses folles dans le sens, voilà, dans le sens extraordinaire, des choses dures, mais aussi voilà, je garde encore aujourd'hui la trace à la fois, comme je disais, des rencontres avec, certaines personnes détenues, avec, des professionnels aussi, voilà, des surveillants et cetera, mais aussi avec mon équipe de soins
où finalement, il y a une proximité et une singularité du lieu qui fait que, comme si tout était un peu exacerbé finalement, les émotions s'y exacerbées, les relations sont exacerbées. On vit à 150 ce qu'on a à vivre, donc que ce soit, du côté de la tristesse, du côté de la violence, du côté de la joie, du rire. On s'est marré comme jamais je me suis marrée peut-être dans d'autres services. Il y a vraiment quelque chose d'exacerbé de ce point de vue-là. Donc voilà, il y avait toute cette vie, et cette expérience vraiment singulière, vraiment particulière que j'ai découvert, derrière les murs, que j'ai eu envie de retranscrire. Je me suis dit: «Tu peux pas, De garder que pour toi. ne garder que pour toi». J'avais vraiment effectivement besoin de partager ça et partager, cette réalité-là, effectivement. C'est-à-dire, venir un petit peu peut-être un peu, ouais, ça, déconstruire finalement ce qu'on nous montre. Moi, je trouve que c'est bien qu'on vive avec des fantasmes. Moi, je trouve que c'est super, ce qu'on nous montre dans, voilà, que ce soit, certains films, je pense à, Prison Prison Break. Break, voilà, aussi. Mais là, voilà, j'avais envie de montrer, voilà, la réalité de la prison en France, c'est un petit peu ça et en même temps, sous forme de roman. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Au départ, j'avais en tête de pouvoir faire une thèse, en psychologie, voilà, sur le lien victime-auteur, justement, sur ce qui fait que finalement, c'est un petit peu comme ça que je le dis, là encore, de manière à ma façon à moi, hein, c'est peut-être pas très psy, mais c'est un peu les 2 versants d'une même médaille. Hem et finalement, j'ai trouvé, beaucoup plus intéressant, enfin, en tout cas, ça m'est venu, peu avant que je parte de la prison finalement, j'avais une histoire un peu en tête qui a commencé à se mettre en œuvre et je me disais: «Ben, voilà, ça c'est super propice de pouvoir parler». Tu vas pouvoir, à la fois parler de la prison et en même temps me faire ce travail-là de réflexion que tu avais, entre justement ce qui peut lier finalement, ce qu'on appelle l'auteur, ce qu'on appelle la victime finalement, hein, et c'est à travers cet ouvrage-là, effectivement, ça a permis ça. Est-ce que ton livre, il peut être perçu comme une fiction, comme un témoignage ou comme toute autre chose? En gros, ce que je veux dire derrière ma question, c'est est-ce que tu as mis un peu tes histoires à toi? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de lecteurs qui te sont dit: «Oh, est-ce qu'elle a vécu ces histoires d'amour en prison ou pas? Est-ce qu'elle a eu des avances?» Enfin, tout le monde veut savoir ça. Ouais, ouais. Ah bah, pour ça, faudra te Faut lire le les lire. livres. Mais non, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, fiction, oui, bien sûr, témoignage aussi, bien sûr. C'est un mélange un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que j'ai voulu à la fois témoigner d'une expérience effectivement, du milieu carcéral, dans ma posture effectivement de psychologue. Donc là, évidemment qu'il y a des éléments, on va dire de réalité, même si, évidemment j'ai mis un décorum. Mais par la suite, ce qui va se jouer entre les personnages, là, pour le coup, c'est du roman. Là, pour le coup, c'est de la fiction. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est peut-être pas complètement, fictionnel. En tout cas, on peut tout à fait imaginer que ce qui se passe dans cette histoire, ça n'est pas l'histoire de Mmh. l'auteur, mais ce qui s'y passe, ça peut tout à fait, advenir par ailleurs, puisqu'effectivement, on a parlé des affects, des émotions. Il y a une des choses dans lesquelles, les détenus sont coupés, c'est effectivement tout ce qui va être du côté, sensoriel, bien sûr, mais tout ce qui va être du côté affectif, du côté de l'amour, hein. Et du côté de l'intime, puisque finalement, il y a bien s'il y a bien quelque chose qui est effracté en prison, c'est bien la question de l'intimité Et oui, finalement, il y en a hein. plus Il y en a puisqu'ils plus. vivent ensemble, hein, on est d'accord? C'est pas tout seul, en Alors, cellule? en maison d'arrêt, il peut y avoir effectivement des, cellules où les, détenus vont se retrouver à 2 ou 3. Alors non, c'est ce qui n'est pas, la logique, hein, mais effectivement pourquoi il y a une surpopulation carcérale? C'est parce qu'effectivement, on est contraint à un moment donné de mettre plusieurs, détenus dans une cellule. Donc ça, c'est en maison d'arrêt, hein. Dans, les centres de détention, normalement, non. Logiquement, les détenus sont, seuls dans leur cellule, à part, s'il y a des demandes spécifiques, et qu'il y a la possibilité effectivement d'accueillir de détenus. Mais normalement, effectivement, ils peuvent être seuls. Mais quand bien même ils seraient seuls dans leur cellule, il y a toute une vie, Mmh. et un rapport à l'intimité qui est de toute façon, pas du tout celle qu'on connaît à l'extérieur, effectivement.
Donc la question de l'affect, la question de l'intimité, la question de la sexualité en prison, hem, elle se pose évidemment, heu, alors que ce soit, pour les détenus, mais que ce soit pour les professionnels. Tu posais la question. Mmh. Heu, on est dans un monde clos, on est dans un monde qui est nécessairement, comme je le disais tout à l'heure aussi, est fait de proximité. Et donc, tout y est exacerbé. Donc là, les enjeux, comme il peut y avoir dans d'autres milieux professionnels, hein, mais le contexte est aussi favorisant, des enjeux de séduction, évidemment. Il y a une mixité, chez les professionnels qui peut faire qu'évidemment, on peut aller effectivement, se titiller. Ça peut être tout à fait, bon enfant comme voilà, il y a certains exemples de personnes effectivement qui se sont trouvées finalement en prison. Entre détenus ou entre professionnels et détenus? Alors entre détenus, s très certainement, bien sûr. Alors même si, là, pour le coup, c'est encore différent, entre détenus puisque, pour le coup, les prisons, pour hommes ne sont faits que D'hommes. voilà, détenus hommes et on a, ce qu'on appelle, la maison d'arrêt pour femmes qui est un quartier femmes, dans des prisons qui accueillent, un quartier homme aussi, parfois, mais voilà et donc on en parle à ce moment-là plutôt effectivement, ça peut être des relations effectivement homosexuelles, mais pour le coup, il faut que ça puisse être, accepté par la personne, et c'est pas forcément toujours accepté par les autres, d'une part aussi. Il y a ensuite, tout ce qui va être du côté du consentement, des abus qu'il Ouais. peut y avoir, ça on en parle, peu, ça reste tabou, mais c'est une réalité, il me semble aussi. Mais au-delà de ça, il peut y avoir effectivement des histoires d'amour, heu, à mon sens, qui peuvent tout à fait se développer pour les personnes détenues et après, alors, je pense qu'on a tout vu, hein. Moi, personnellement, dans mon entourage, je ne connais pas forcément, mais je sais, pour en avoir entendu parler, qu'effectivement, ça peut parfois se passer effectivement entre professionnels évidemment, et puis, il est arrivé en tout cas, qu'effectivement entre professionnels et détenus, il y ait des histoires qui naissent aussi, voilà. Donc la personne, attend que le détenu sorte, c'est pas que dans les séries, quoi? C'est pas que dans les séries. En tout cas, là, dans les exemples que j'ai en tête, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je crois effectivement que, ils ont pu former un couple effectivement à la sortie de la D'accord. personne, Est-ce qu'il y a vraiment des passe-droits, dans les prisons pour justement, rencontrer des personnes, pour avoir des relations amoureuses? Ce qui est dit dans les séries, hein, je ne sais pas si c'est la vérité, mais où tu peux avoir voilà, des bons points ou en tout cas, des accès faciles pour pouvoir rencontrer des personnes, au sein de la prison, hein, je parle pas avec l'extérieur, hein. Hem, alors ça pour le coup, j'ai pas trop Ouais. connaissance. Je sais pas comment ça se passe, en interne. Là, on serait plus effectivement du côté du quotidien et de la détention. Mais après, ce que je sais, c'est que, ne serait-ce que pour, voilà, les personnes incarcérées qui ont encore de la famille ou une compagne, une copine, à l'extérieur, bon, évidemment, il y a les parloirs. Alors normalement, ça, j'ai plus en tête exactement, mais il me semble bien que normalement, il n'est pas censé y avoir de rapprochés, dans le Mmh. parloir. Hem, bon, je suis jamais allée vérifier, mais et puis après, pour les plus longues peines, il y a ce qu'on appelle encore, aujourd'hui les UVF, me semble-t-il, c'était les unités de vie familiale. C'est-à-dire que, hem, au sein de la prison, mais dans un lieu à part de la détention, on va dire, ils ont pu développer, ces dernières années, ce qu'on appelle les UVF pour les personnes, qui peuvent accueillir, enfin voilà, qui vont accueillir, leur famille finalement dans ces lieux dédiés finalement Mmh. pour, quelques heures, parfois, une nuit ou un week-end. Voilà, où là, du coup, effectivement, c'est l'idée de pouvoir retrouver, un semblant de vie Son proche, familiale, en ouais. tout cas, voilà, sur ces temps-là. Mais après, voilà, non, j'ai pas forcément en tête, comment ça se passe réellement. Est-ce que tu as eu des retours des détenus qui disaient: «Le plus difficile pour moi, c'est quoi? C'est la liberté? C'est le manque de relations physiques, de contact physique?» Je crois que c'est vraiment la séparation avec la famille, et avec, oui, avec les liens affectifs.
la question de la sexualité, elle n'est pas toujours simple à évoquer pour une personne détenue, en particulier face à une Mmh. femme, même si elle est psychologue. Donc, c'est des choses qui vont le plus souvent taire. Mais après, euh, je pense qu'effectivement, le rapprocher corporel, la tendresse Ouais. peut-être. Je pense que c'est ce qui peut leur manquer effectivement. Même une écoute finalement, hein. La femme, hein, pour les personnes détenues, euh, elle a presque deux facettes, j'ai envie de dire. C'est la femme pure, la femme qu'on épouse, la femme qui est qui a, alors c'est pas la maman parce que la maman c'est quand même la maman, hein, elle est irremplaçable, mais voilà, c'est la personne bienveillante, la personne qui est là pour tout, quoi. Et en général, enfin, dans un certain nombre de représentations, euh, elle se dissocie de la femme avec qui on va faire l'amour, avec qui on va partager son intimité. Euh, pour le dire, pour le dire un peu comme ça, c'est un peu la Vierge et la putain, quoi, hein. Ouais. Donc effectivement, je pense que les 2 doivent manquer inévitablement, mais par contre, effectivement, je pense que ce qui vont le plus montrer et peut-être effectivement que ce qui va le plus manquer, c'est c'est la question de la tendresse, des caresses et de voilà, de la présence finalement du féminin. Est-ce qu'il y a des détenus qui sont au courant de ton ouvrage et qui t'ont peut-être dit: «Oui, mais c'est un peu culotté d'écrire ça, moi je me reconnais, au contraire je reconnais un collègue». Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta tête où tu t'es dit: «Mais non, je vais peut-être pas le publier parce qu'ils peuvent se reconnaître, ou au contraire je suis pas là pour les juger, quoi»? Ouais. Ben oui, tu fais bien de poser la question parce que oui, ça a fait partie, ça a fait partie de mes questions, qui sont toujours restées jusqu'au moment de la publication et puis, à un moment donné, bon voilà, j'ai fini par publier, mais oui, évidemment que ça fait partie des questions. C'est-à-dire que, c'est pas un ouvrage sur la prison à proprement parler. Je vais parler de la prison, mais finalement ce que je vais décrire, c'est plus, la relation entre 2 individus, entre 2 professionnels, un directeur de prison en plus et une psychologue de prison. Et, et ça va parler d'une intimité, ça va parler de désir, ça va parler de plaisir. Et évidemment, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, et dans ta place de psychologue, et de par ce que tu y décris du milieu carcéral, c'est bien, c'est bien ce que tu fais ou pas? Est-ce que tu prends pas un peu des risques? Et en fait, je me suis dit non parce que je me suis dit, alors, déjà, ce dont je parle, évidemment que je parle de détenus, mais pas nécessairement ceux que j'ai rencontrés, ou alors évidemment qu'il y a des histoires, des récits, comme j'ai dit, qui m'ont marquée et qui nécessairement ont coloré un peut-être un certain nombre de mes personnages, ça c'est sûr. Là, pour le coup, c'est vraiment de laisser une porte ouverte justement au lecteur sur la prison. C'est-à-dire de pouvoir dire, bah voilà, la personne Il y a autre chose. voilà, Ouais. c'est par rapport à ce que vous représentez finalement, une personne incarcérée, ça peut être ça, hein. Ça peut être une personne qui vient livrer des choses, terribles sur elle ou qui a ses humeurs, qui peut être bien, qui peut être mal, mais qui est humain, quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu retranscrire quelque chose de ça. Après, évidemment, des professionnels aussi, il y a des collègues qui évidemment m'ont inspirée, mais là pareil, à la fois je me suis amusée et en même temps, voilà, ça reste du fictionnel. S'il y avait vraiment des personnes qui se reconnaissaient, ben, j'en suis désolée. Voilà, c'est pas fait exprès en tout cas et voilà, j'ai essayé de mixer un certain nombre de enfin, mon expérience effectivement avec quelque chose de très fictif en Mmh. fait, hein, Tu et as d'imaginaire quoi. Ouais. Oui, tu as mélangé tout l'imaginaire d'une petite fille qu'elle a, et cetera, depuis des années, Ouais, c'est et ça. ton partage de vie, Ouais, j'ai tout à envie de fait. dire. Il y a 2, personnages, sans vouloir teaser, mais ceux qui vont le découvrir. Il y a le personnage de Cléo, Oui. psychologue passionnée, marquée par des traumatismes profonds, mais aussi épanouie dans sa sexualité. Elle représente quoi pour toi? Ah! Alors Cléo, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Hem, je dirais elle pourrait représenter à la fois le meilleur et le pire de Daphné Wynne peut-être.
Elle pourrait être sa jumelle maléfique. Je pense que, en tout cas, je pense que elle pourrait être la petite voix, qui a pu m'accompagner parfois, dans mon quotidien. Et puis ensuite non, ensuite elle a eu sa propre vie, Cléo. Elle vient parler de elle vient traduire des expériences. Elle peut venir, parler de certains fantasmes. Elle peut, venir là où, l'autrice ne serait jamais allée. Hem, elle est assez indépendante finalement, même si bien sûr l'autrice l'a bien nourrie, effectivement, mais, elle est, elle est elle-même, je crois, et elle fait son propre parcours, elle fait ses propres choix qui, j'ose l'espérer, ne seraient pas les choix de l'autrice. Et j'ai eu quelques retours, sur Cléo qu'effectivement voilà, on a envie de la bousculer, et je pense qu'effectivement, oui, on a envie de la bousculer, et c'est des fois des choses que j'ai retrouvées dans certains récits. Heu, voilà, voilà, on a envie de dire: mais non, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce choix-là?» Et en fait, on y va quand même, et c'est un petit peu ça que j'ai envie de Mmh. montrer aussi, c'est qu'il y a pas que les personnes détenues finalement, qui peuvent avoir des trajectoires, qui vont faire des choix, heu, qu'on peut qualifier de mauvais ou de pas bons pour eux, en tout cas néfastes. Hem, on peut tous un jour faire enfin, on fait tous des choix, et parfois on ne fait pas toujours les bons, mais c'est intéressant d'aller voir pourquoi on fait Mmh. ces mauvais choix parfois, ou en tout cas, quand bien même on sait que ça peut avoir de lourdes conséquences, ben, on y va quand même. Ouais, c'est Qu'est-ce choix qui risqués, ouais. Ouais, voilà, qu'est-ce qui fait que finalement on y va quand même? Et ça, voilà, c'était vraiment de mettre, ce récit, c'était aussi, faire le pendant entre les personnes incarcérées et les personnes qui ne sont pas incarcérées. Mais finalement, c'est un petit peu comme ça que c'est exprimé à certains moments, est-ce qu'on est mieux finalement? Est-ce que finalement on fait mieux? Est-ce que finalement les personnes incarcérées sont les plus dangereuses aussi? Hem, est-ce que finalement, Est-ce que finalement, on n'aurait pas une face sombre aussi en étant en contact avec les détenus? Peut-être que ça fait ressortir des choses, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, je pense qu'on ne va pas en prison pour rien, y compris en tant que professionnel. Même mmh, s'il y a des fois, dans certains collègues qui pouvaient dire, bah voilà, il y avait que ça, on m'a proposé, enfin ouais, bon, j'arrive comme ça, mais voilà, c'est le hasard sans le hasard. on peut y rentrer, mais déjà, voilà, mais surtout, on ne reste pas pour rien. Donc nécessairement, on vient trouver quelque chose là-bas, probablement en écho. Hem Et donc les professionnels, qui travaillent, en prison, ils ont leurs raisons, ils ont leur histoire, et possiblement qu'on peut avoir, très certainement, des fonctionnements un peu en miroir parfois, hein, sans nécessairement dire que la finalement, ce qui fait qu'on est, entre guillemets, «du bon et du mauvais côté», du miroir, ou en tout cas des barreaux, c'est effectivement la question de la loi. Mais en deçà de la loi, ou au-delà de la loi, il y a aussi la question de la morale. Et c'est ça que ça vient interroger aussi. C'est finalement entre, légalité, moralité, finalement, bah, les frontières sont assez minces. Mmh. Et donc, bah, on peut être professionnel et pas nécessairement, faire, voilà, on peut aussi être dans des agirs, sans forcément être dans des passages à l'acte, mais on peut être dans des agirs, qui peuvent interpeller. Et puis, on le sait par ailleurs, ça c'est une réalité à laquelle on est confronté tous les jours, mais des personnes qui, voilà, ne vont jamais être, prises sur le fait, qui ne vont jamais Mmh. être punies, alors qu'on sait qu'il y a, voilà, il y a pour autant des agirs, parfois des actes, qui sont d'une grande violence, quelle qu'elle soit cette violence. Mmh. Et moi, j'aime bien l'autre versant du miroir, c'est finalement est-ce qu'il, ou en tout cas un, va pas t'accompagner pour, développer, guérir des blessures profondes? Je ne sais pas, ça peut être des histoires de famille ou autre. Est-ce que finalement il y a pas la thérapie dans l'autre sens aussi? En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on pourrait vraiment parler de thérapie, mais ce qui est certain, c'est que, oui, il y a une grande richesse,
à aller à leur rencontre parce qu'ils nous apprennent sur nous, évidemment. Et nous apprennent finalement sur nos propres limites, à nous interroger sur nos propres parcours, évidemment, à nous interroger parfois sur nos actes, sur nos choix là aussi, sur les décisions qu'on peut prendre, à se dire mais finalement, ouais, est-ce que dans la même situation, est-ce Mmh. que j'aurais fait pareil, pas pareil, enfin, et bien sûr, moi j'en suis ressortie grandie de cette expérience parce que j'ai vraiment appris à me connaître différemment aussi en prison. On vient finalement à la fois comme eux. On vient travailler sur nos limites aussi quand on travaille en prison. Ça, c'est certain. Jusqu'où, voilà, il y a vraiment quelque chose de. Ouais, je vais quand même dans quelque chose d'un peu extrême. Mmh. Et effectivement, je me confronte à quelque chose qui va être extrême aussi pour moi. Toi, tu l'as fait 13 ans? Je l'ai fait. Non, moi, j'ai été condamnée à 7 ans. OK, 8 ans. 8 ans, à peu OK. près. Ah, on dit condamné. Ah, c'est marrant Non. ça. Non, 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 non. J'ai travaillé, non, j'ai travaillé effectivement pendant ouais, non 7 ans, ouais, c'est ça, 7 7 ans. ans. Et oui, il y a beaucoup de cynisme et beaucoup d'humour noir et donc Non, moi j'adore, j'adore. Enfin, moi on j'aime bien, mais ouais, ouais et donc effectivement, ouais, qu'on est condamné et on est libéré, voilà. et pourquoi tu as décidé d'arrêter? Alors, j'ai décidé d'arrêter parce que, je me suis dit, heu: «Il faut peut-être que que je retourne voir un peu ce qui se passe à l'extérieur». Parce que, la prison, c'est très sincèrement, c'est une petite famille, en fait. C'est un microcosme, c'est un petit monde et ça vaut pour les détenus, ça vaut pour les professionnels. Concernant les détenus, tu as parlé tout à l'heure effectivement il y a une forme de hiérarchie, en fait, hein Mmh. mais il y a aussi, voilà, la prison, elle représente pour certains, des repères, extraordinaires, des repères qu'ils ont jamais eus à l'extérieur. Ils peuvent trouver parfois une place, qu'ils pourront jamais, peut-être retrouver justement à l'extérieur non plus. J'ai trouvé ça extraordinaire, des personnes incarcérées, voilà, pour 15 ans, parfois 20, hem, qui ouais, dont la famille était complètement éclatée, dysfonctionnelle, enfin voilà, qui ont pas pu se construire, de manière ajustée à l'extérieur. Et ils se retrouvent incarcérés et là, en fait, et ben, ils arrivent à, alors ça je dis pas que ça se fait, toujours systématiquement et non sans mal, mais il y en a un certain nombre qui arrivent quand même à se faire une place et qui sont reconnus, en prison. Ils ont des postes d'auxiliaires, ils sont connus par la détention, ils sont appréciés. Hem et voilà et ça je trouve ça juste extraordinaire. On a accompagné un patient comme ça où, alors même jusqu'à sa sortie, heu, il n'avait pas passé, enfin il connaissait pas ce que c'était que les euros, par exemple. Donc on a eu tout un voilà, avec les collègues infirmières, tout un accompagnement autour de ça. Et il y a une collègue même qui s'est occupée un peu de son relooking. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, de comment finalement la prison et il le disait bien. D'ailleurs, la prison, on peut, il y a beaucoup de, passages à l'acte suicidaire quand les personnes arrivent en prison, en particulier les premières fois, mais il y a aussi beaucoup de passages à l'acte avant, les sorties, quand il y a eu Ah, parce des longues qu'ils condamnations, ils ont parce peur. qu'ils appréhendent, la sortie. Alors il y a des fois, ça peut être par peur, des fois de représailles ou du jugement extérieur et cetera, mais il y en a un certain nombre où c'est aussi: «Mais moi mes repères Mmh. finalement ils sont là» et tu disais tout à l'heure d'ailleurs, il y en a qui vont revenir. Bah oui, Bah ils oui. reviennent parce que et là pour le coup, j'ai un autre exemple de d'un homme qui avait fait, comme on le dit là aussi dans notre jargon, qui avait fait le tour de France des prisons. Donc un gros caïd effectivement, qui arrive à la prison en plus, enfin voilà, il est identifié comme, possiblement dangereux. Enfin voilà, faut être attentif. Bon en fait moi je rencontre un homme d'une quarantaine d'années, ultra posé, hyper respectueux, hyper doux, enfin voilà. Et il me raconte un petit peu son parcours et il me dit: «Bah oui, en fait, voilà, moi, du coup, là, je me retrouve à près de 40 ans. En fait, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de sortir».
Donc, il me dit: J'en ai marre de la prison, c'est pas là ma vie», donc, il me dit: «Mais le problème, c'est qu'on on me taille entre guillemets, Une enfin, image? on me colle en tout cas une Ouais. étiquette avant même que j'arrive, alors que voilà, moi j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie que ça se passe bien». Bon, et effectivement, ça se passe super bien pour lui. Il est, pris en charge sur le plan social. Au niveau de la détention, ça se passe super bien. On l'accompagne pendant un certain temps, hein, et il finit par sortir. Alors avec, vraiment comment, tout calé, tout cadré. Il avait un job, il retrouvait enfin voilà, il déménageait du quartier parce que ça aussi, comme on le Oui. sait, hein, s'extraire du quartier, c'est quand même pas simple. S'ils y retournent, c'est effectivement le risque qu'ils soient même si eux, ils ont plus envie, c'est ce qu'il me disait d'ailleurs, cette personne détenue, elle me disait: «Mais si je retourne dans le quartier, mais de toute façon, même Tu si vas replonger. je dis non, je replonge, Ouais, c'est évident». ouais. Donc voilà, un logement un petit peu à l'écart et cetera, et bon, on était, super contents, très contents de le voir partir, et on s'est dit: «Chouette, ça voilà, on devrait pas revenir, on devrait pas le revoir». Et puis voilà, quelques temps plus tard, alors je crois que c'est peut-être 1 ou 2 ans plus tard, et il finit par revenir, et là, on a compris finalement ce qui s'était passé. C'est que enfin, j'ai compris avec lui, je me suis dit: «Mais en fait, oui, on n'a peut-être pas mesuré ça, autant qu'on l'aurait voulu». Hem C'est-à-dire que finalement, oui, il y avait tout était bien cadré, le travail, les déplacements, et cetera. Mais finalement, ce qu'on n'a pas suffisamment mesuré, c'est que cet homme-là, il avait beau avoir une famille, des enfants, bah, finalement, comme il a passé la majeure partie de son temps en prison, être père, être homme, être mari, mais c'était un concept pour lui. Mmh. Donc finalement, il se retrouve à avoir un quotidien, à devoir aller au boulot, avec un bracelet en plus, bon, se déplacer, avoir une vie de famille. Donc évidemment, une femme qui l'attend depuis des années, qui a nécessairement elle doit avoir des attentes elle aussi et Mmh. des besoins, Mmh. y compris en termes d'éducation pour les enfants, et en fait, je pense qu'à un moment donné, ce qui a été le plus compliqué pour lui, bah, ça a été ça. Ça a été finalement de se confronter à cette, réalité du quotidien, d'être à la fois, voilà, il était encore quand même sous le regard, judiciaire, mais il était aussi sous le regard, bah, de sa femme et de voilà et de sa famille finalement, et je pense que c'est presque ça qui a été le plus dur. Et donc c'est là où on ne mesure pas parfois effectivement, ces parcours, et je pense qu'avec toute notre bonne volonté, parce qu'on a été de très bonne volonté je pense, avec les collègues, divers et variés, avec les partenaires professionnels, mais je pense qu'on a complètement, on n'avait pas en tête nécessairement que ça allait être le plus compliqué. Ça veut dire aussi que la réinsertion, elle est compliquée dans beaucoup de cas? Oui, et du coup, Ouais. ça veut dire qu'à la fois la prison effectivement, elle a du bon comme on le disait juste avant, et que parfois c'est effectivement, dur d'en sortir, et alors et pour le coup voilà pour, la réinsertion, je pense qu'on essaie de faire au mieux, hein, ça j'imagine que c'est le cas. Je pense qu'on peut encore mieux faire, largement, heu, mais je pense qu'il faut vraiment mesurer, effectivement, qu'est-ce qui a été perdu pendant cette période d'incarcération, ou qu'est-ce qui n'a jamais existé finalement? Et c'est pas en le faisant d'une manière artificielle, ou parce que ce sont les attentes de la société, du juge, que ça va nécessairement correspondre. Enfin, je pense que, en tout cas pour moi, aujourd'hui, ce serait peut-être, quelque chose que j'aurais davantage en tête, de travailler ça, Mmh. par exemple, avec cette personne-là. De dire: «Mais voilà, finalement, sur votre vie familiale, votre vie affective, vous en êtes où là? Comment vous allez imaginer?» Alors peut-être que je crois que ce sont des choses qui ont été un petit peu travaillées, mais finalement, on n'est pas allé dans le cœur du sujet, quoi, dans le cœur du problème. C'est vrai certains peuvent dire que la prison, bon, bah, il fera 1 an ou 2, c'est pas très grave, mais il y en a beaucoup, sur les témoignages qu'on peut voir en ligne, qui dit que la prison les a transformés et qu'ils ne reviennent pas comme avant. Oui, mais ça, je pense qu'inévitablement, on en sort, enfin, comme on disait tout à l'heure, Oui. on n'en sort pas indemne d'une certaine manière. Ça peut nous renforcer, comme ça peut venir fragiliser. Ça peut être, une vulnérabilité qu'on va transformer en force aussi. Il y en a un certain nombre où ça a été ça. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça toujours extraordinaire. Hem, alors, il y a effectivement une différence d'ailleurs en fonction des âges. C'est un petit peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, des
voilà, des gars qui arrivaient, voilà, presque, voilà, comme si on s'était revus il y a 15 jours en arrière. «Ah bah, voilà, bah, je suis à nouveau ici». «Ah bah, je suis contente de l'apprendre». Bon et finalement, voilà, ils revenaient en prison comme ils allaient au supermarché Ouais, presque, ouais. j'exagère, mais pas tant que ça. Heu et sans finalement prendre, conscience aussi et puis parce que finalement, passer par la case-prison, attention, ça en jette aussi, hein, ça faut pouvoir se le dire, hein, en tout cas dans certains milieux. C'est quand même, voilà, c'est une étape, quoi, hein, ça fait de toi un homme en quelque sorte, bon. Mais ça va bien un temps et il arrive à un âge, ouais, moi j'ai un peu observé ça, alors bon, c'est qu'avec mon regard, hein, c'est pas statistique, mais entre 35 40 ans, des hommes qui là, effectivement, peuvent dire: «Non, mais là, c'est non, là, C'est c'est trop. la dernière, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment celle de trop. Là, je ne veux plus revenir. C'est pas possible» et bon, ça marque une forme de enfin, c'est dans le processus, ça marque une forme de maturité, de prise de conscience, de prise de conscience peut-être aussi d'une réalité extérieure, qui a des attentes, comme on le disait tout à l'heure, finalement, au niveau familial aussi, qu'ils ont envie peut-être aussi de construire, autre chose qu'une vie en prison. Et donc, je trouve qu'il y a une forme de voilà, de maturité qui fait sens pour à ce moment-là, on peut d'autant plus travailler Mmh. sur le parcours, sur ce qui fait que ça n'a pas été possible jusque-là. Mais je trouve que oui, il y a des discours qui changent, des positionnements qui changent en prison. Donc finalement, ça, oui, mais il y a à la fois du bon et du mauvais, évidemment, qui en ressort. Qu'est-ce que tu aimerais, que quelqu'un retienne s'il découvre ton ouvrage? Alors s'il le lit ou s'il le lit pas, parce qu'en fonction, forcément, on va avoir d'autres informations. C'est quoi, vraiment ce qui est l'émotion, la sensation, le Bah, qu'il ait peut-être une autre représentation de ce que peut être, la prison, des détenus aussi. Peut-être que ce que j'aimerais aussi qu'ils retiennent parce que voilà, au-delà de la prison, c'est aussi une histoire, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est une histoire aussi qui parle de désir, mais qui parle aussi d'emprise, sous une forme singulière. Ça aussi, je trouve que c'est important de pouvoir en parler. Heu, Parce que l'emprise, on parle beaucoup d'emprise aujourd'hui et je pense, ben, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais voilà, là, j'ai vraiment voulu donner la voix à 2 personnages, qu'on pourrait penser antinomiques, hein, l'auteur, la victime. En l'occurrence, il s'agit de Cléo et d'Anthony, et ce que j'aimerais pouvoir dire par rapport à ça, c'est que, bah, l'emprise, voilà, c'est un processus qui est assez insidieux, ça, on le sait, mais qui a de multiples facettes aussi et voilà, j'ai eu envie de montrer une facette, de ce que peut être une relation qu'on dit d'emprise et qu'est-ce qui fait qu'elle advient finalement aussi. Bon et et du coup, j'aurais envie que le lecteur retienne aussi, que peut-être, la plus dure des prisons, c'est peut-être pas celle qui est décrite, à travers des murs, c'est peut-être celle aussi qu'on a, entre ses 2 oreilles. C'est celle qu'on a ici et je pense que ça fait un peu pendant justement, hein, la question de la prison de l'esprit et celle que je décris ici, voilà, dans une enceinte des murs de prison. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de parallèle. j'aime bien cette, presque métaphore, parce qu'effectivement, quand je te posais la question sur la sensation de liberté que certains revenaient en fin de compte en prison, Oui, alors que c'est un milieu fermé, hein, oui, et ben, j'aime bien cette sensation aussi sur le parallèle du travail, sur l'entrepreneuriat versus le ouais, salariat et cetera. Certains vont dire que les entrepreneurs sont libres, certains vont dire que, faire, métro boulot dodo, c'est une prison, de travail, oui, tu vois? c'est vrai. Et j'aime bien cette fin-là parce que je pensais pas du tout que tu allais aborder ça, mais, je suis sûre que plein de personnes vont se dire ça. Ça peut être des relations personnelles ou professionnelles qui font qu'elles sont enfermantes et la prise de conscience va être là. Donc on est Tout à tous fait. peut-être dans une certaine prison à des moments donnés de notre vie Tout à fait. et on n'arrive pas à s'en sortir et peut-être que ce livre va aussi ouvrir l'esprit sur autre chose. Exactement. Bah, je le souhaite en tout cas, effectivement. En tout cas, moi, je l'ai entendu comme ça. Ouais. J'ai découvert le un, il y a eu le 2, il paraît. Oui, 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 le 2 voilà, qui va bientôt sortir. Le 2 donc qui est vraiment une suite, hein, puisqu'en fait, au-delà du plaisir, pour la petite histoire, c'est vraiment une histoire qui s'est construite, voilà, en un seul morceau, mais qu'il a fallu découper et en fait, voilà, il y a
3 parties et ces 3 parties finalement, c'est la continuité de l'histoire, hein. Donc voilà, il y a le tome 2 effectivement, qui sort de manière imminente. J'ai pas encore de date exacte, mais ce sera en novembre et je vais m'autoriser à pouvoir révéler le titre parce que ce sera Abnégation. Pourquoi ce mot? Ah, ben, parce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière l'abnégation justement? Ouais. Hein, voilà, je vais pas en dire plus, mais justement, ça va permettre, de mettre un petit peu au travail peut-être, en tout cas pour ceux qui auront lu le tome 1 et puis peut-être de donner envie, voilà, à ceux qui l'auront pas encore lu. Et peut-être un 3 ou pas? Ou alors un autre ouvrage? Alors, il y a nécessairement, oui, un tome 3 puisque Ouais. voilà, ça c'est vraiment une histoire en 3 parties et puis après, ben, j'aimerais effectivement, voilà, à la fois, trouver, le temps et l'énergie de déployer d'autres histoires, ça bouillonne, Mmh. là et donc oui, j'aimerais vraiment pouvoir, voilà, me tourner vers d'autres horizons que celui de la prison. Ouais. Tu es toujours, psychologue clinicienne, Oui. donc tu partages aussi ton quotidien professionnel avec l'écriture. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura peut-être pas un basculement? Qu'est-ce que tu souhaites toi dans les prochaines années? Ah alors ça, c'est une bonne question. Moi aussi, je peux t'accompagner. Avec plaisir. Hem, je dirais que pour l'instant, c'est délicat d'imaginer de laisser tomber en tout cas la psychologie. Alors pourquoi? Bah, parce que c'est à la fois un métier qui me passionne évidemment, Ouais. c'est le métier qui me fait vivre aussi, mais et puis parce que, ben, écrire, moi à la rigueur écrire, il y a pas de souci. Après c'est dans le livre quoi qu'il en soit. Ouais. Donc ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'idéalement peut-être que ça je l'ai en tête depuis un petit moment, j'aimerais pouvoir, peut-être éventuellement concilier les 2. C'est-à-dire d'avoir, voilà, de partager mon temps entre, voilà, entre mon métier qui continue de m'en plaire. Là, je travaille, aujourd'hui en pédopsychiatrie. C'est voilà, je pensais que ce serait, beaucoup plus facile que le milieu carcéral. Mon Dieu, que naïve je Ah suis. oui. Ah oui. Et donc voilà, mais voilà, c'est vraiment, une très belle expérience aussi. Hem, mais écrire, voilà, je trouve que, être psychologue, heu, ça Mmh. nourrit nécessairement l'imagination de l'écrivaine. J'ai énormément d'histoires qui entrelacent effectivement, à la fois, de la psychologie bien sûr, à la fois des expériences, des rencontres, et tout ça qui pourrait faire de beaux scénarios, de beaux récits. Mais voilà, pour ça, il faut que je trouve le temps, et du coup, voilà, effectivement, à terme, j'aimerais bien, peut-être concilier les 2. Mais c'est vrai que la voie de l'écriture me parle, de plus en plus. Mmh. Si c'était à refaire, tu ferais le même chemin ou il y a des choses que tu changerais? Si c'était à refaire, non, je crois que je ferais le même chemin. Je crois Ouais. que je ferais le même chemin. J'ai, oui, vraiment cette orientation vers la criminologie, vers la victimologie, en fait, tout ce qui est clinique du traumatisme finalement. Ben, c'est à la fois très riche, par contre c'est dur, effectivement, hein. Je me rends compte qu'effectivement, au fur et à mesure des années, c'est lourd. D'où l'importance de pouvoir, justement, hein, la sublimer. Là, c'est ce que j'ai fait, je pense aussi, hein, en partie à travers cet ouvrage-là. Mais, mais en même temps, voilà, je kiffe. Donc voilà, après, voilà, être psychologue, il y a un champ d'ouverture assez vaste. Peut-être qu'un jour je me mettrai à mon compte et puis voilà, que ça sera encore différent. Mmh. Mais, mais non, c'est un chouette métier. Et le conseil à un jeune psychologue clinicien, qui démarre et qui veut aller aussi dans le milieu carcéral, tu lui conseilles quoi aujourd'hui? Et qui veut aller dans le milieu carcéral, eh ben, j'ai envie de lui dire, hem, je crois que je lui dirais, ce que je me serais dit à moi quand j'y suis rentrée, c'est, profite, vraiment profite. C'est une expérience dont tu vas ressortir nécessairement grandi, heu, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Profite, mais surtout, observe, prends le temps, n'aie pas de trop fortes ambitions dans ce que tu mets en place. Fixe-toi des objectifs humbles.
Sois sensible à tout ce que tu vas rencontrer, vraiment, hein, au niveau du sensoriel même, hein. Entendre, toucher, sentir. Laisse-toi le temps. Voilà, je pense que je lui dirais un petit peu tout ça. Mmh. Et la jeune Daphné, avant, même de mettre un pied, dans ce métier-là, tu lui dis quoi aujourd'hui? Avant même de mettre un pied, dans la psychologie? Oui? Ouais. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais: «Suis tes rêves, continue, fonce, Mmh. hésite pas. Tu sais pas où ça te mènera, mais le principal, c'est que tu le fasses». Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais partager à nos abonnés? On a dit beaucoup de choses aujourd'hui, on a Ouais. partagé plein de choses, mais quelque chose qui te vient avec le cœur, un mot, une phrase, je sais pas, ce que tu as envie de partager? Ben, déjà, j'ai envie de vous remercier. Merci de m'avoir, suivie, écoutée, parce que ça me fait plaisir vraiment de partager cette expérience, voilà, entre autres du milieu carcéral et je remercie vraiment, Déborah pour m'avoir permis cette interview. J'étais à la fois stressée évidemment, et en même temps, ben, ça fait très longtemps que j'ai envie voilà, de faire une interview sur ça, donc merci de me donner cette chance-là. Et puis de le partager avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura, voilà, donné quelques indices, que ça vous aura éclairé sur certains aspects, peut-être, voilà, d'autres choses. Voilà et puis, ben, vraiment, il y a beaucoup de choses, dont j'ai parlé qui se retrouvent, dans Au-delà du plaisir. Un ouvrage que j'ai vraiment pris énormément plaisir à écrire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir et à le lire. Et vous verrez que, à travers cette histoire, à travers les personnages, de cette histoire, ben, c'est un petit peu chacun de nous, je pense, voilà, qui est retracé finalement à travers des questions, à travers des réflexions. Donc voilà, ça reste, un roman, hein, c'est pas de la psychologie en soi, mais voilà. Merci Daphné. Comme Merci tu le dis beaucoup. si bien, l'ouvrage sera en description de la vidéo. Ouais, On pourra mettre le lien super. et découvrir. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement cette introspection personnelle à travers une histoire où on se dit on est très éloigné parce que la plupart des personnes qui nous écoutent ne seront jamais allées en prison. Mmh. Et du coup, ils se disent bah tiens, finalement, est-ce que dans des histoires que tu peux partager, dans des sensations, je suis pas très éloignée finalement de certaines histoires alors qu'on n'est pas dans le même milieu, Ouais, ambiance de vie. c'est vrai. Merci d'avoir partagé à cœur ouvert aujourd'hui. Et puis, moi, je donne rendez-vous pour un prochain épisode pour découvrir justement une histoire singulière qui était à la fois aujourd'hui la tienne, mais aussi des détenus que tu as pu côtoyer au quotidien. Ouais. Merci Merci, beaucoup. Daphné.